stratégie alimentaire aujourd'hui qu'on va essayer de décortiquer, ou en tout cas, je vais essayer de vous rendre ça simple. Par contre, ces stratégies-là, il faut bien savoir qu'on doit appliquer ces choses-là quotidiennement pour que ça fonctionne. On ne doit pas penser que parce qu'on fait ça une fois par semaine, ou parce qu'on prend une petite saupoudrée, un petit peu de curcuma dans une recette de 6 portions, qu'il va avoir des impacts. Il faut vraiment être capable d'intégrer tout ça à notre routine, finalement. Il faut aussi aller selon sa tolérance, ce qui n'est pas évident, parce que parfois, on ne la connaît pas. Mais il faut respecter aussi ses préférences à travers tout ça. Ça doit tout le temps se faire dans le plaisir, sinon, ça ne résiste pas au temps. Et si ce n'est pas durable, ben, on n'a pas d'effet, parce qu'à la longue, le corps s'améliore, le corps, je dirais, oublie les épreuves du passé et ça prend un certain temps. Et si jamais l'alimentation anti-inflammatoire vous convient, que vous envoyez des bénéfices, eh bien, à travers les mois, les années, vous allez voir que vous allez continuer à vous améliorer. Alors, c'est vraiment une question de jamais lâcher, de ne pas abandonner finalement. Une stratégie importante, je la mets au début, parce que beaucoup de gens ont l'impression que s'ils maigriraient, ils arrêteraient d'avoir mal ou il n'y aurait pas d'inflammation, parce que c'est très, très répandu la notion que c'est parce qu'on est gros qu'on a mal. Bon, écoutez, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans le poids. Plein de monde met plein d'affaires dans le poids, les médecins, les médias. Mais à quelque part, il faut penser qu'est-ce que c'est qui vient là. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Parce que la douleur fait manger. Nécessairement, c'est la distraction idéale, manger pour essayer de survivre à une douleur. La douleur fait prendre des médicaments qui ont un impact sur le poids. La douleur crée, veut pas, des composés inflammatoires. C'est des composés inflammatoires qui circulent, qui déstabilisent tout l'organisme et qui mettent le corps en stress. Donc, il y a plein de choses qui se passent finalement pour que le corps réussisse finalement à survivre à travers ça. Et on ne sait pas, l'avenir nous le dira peut-être, mais effectivement, moi je pense qu'il y a vraiment une question que c'est probablement l'inflammation qui est à l'origine du problème. Donc, pourquoi aussi on jette la balance? Parce que c'est un mauvais indicateur de succès. Hein? C'est clair que quand vous perdez du poids, vous êtes peut-être en train de vous déshydrater comme un raisin sec. Peut-être que vous êtes en train de perdre du muscle. Ce qu'on ne veut pas, parce qu'au niveau de l'immunité, c'est vraiment, vraiment important, et au niveau de la douleur et de l'arthrite, tout ça, c'est important de garder son muscle. Et aussi, parce que quand on se restreint à cause de notre poids, on ne s'aime pas, donc on ne pense pas qu'on peut changer, on n'a pas confiance en sa capacité de changement. Donc, il faut s'aimer, il faut respecter son corps tel qu'il est et se dire, bon, voilà, c'est peut-être pas le corps qui satisfait les normes, mais ce corps-là m'a apporté telle chose. Je suis encore en vie malgré ma douleur grâce à ce corps-là. Alors vraiment, je dirais, être capable d'être reconnaissant à notre corps et dire, je vais arrêter de faire je dirais, d'être méchante ou méchant envers mon corps en essayant de toujours le priver. Ça promouvoit des comportements malsains aussi et c'est pas la façon de faire. Par contre, effectivement, il y a des moyens qu'on peut adopter qui sont comme fractionner nos calories sur plusieurs repas, qui vont réduire l'inflammation, modifier son alimentation et les habitudes alimentaires vont être beaucoup plus déterminantes sur l'inflammation que perdre du poids. Et c'est la même chose quand on veut perdre du poids aussi. Si on se décentre du chiffre sur la balance et qu'on se concentre sur les habitudes, on va pouvoir acquérir, je dirais, des comportements plus sains de cette façon-là, qui ont plus de chances de se propager dans le temps et d'être durables. Alors, la stratégie numéro 2, qui va avec la stratégie numéro 3, qui n'est pas évidente à faire non plus, mais on en parle, on le dit, manger du poisson, les oméga 3, c'est important. Et effectivement, on a une société où on prend trop d'oméga 6 et donc on manque d'oméga 3. C'est le ratio entre les deux qui est important. Alors, cette stratégie-là, ici, au Québec, ou en tout cas en Occident, on a beaucoup de difficultés à suivre ça. Parce que les aliments marins, en tout cas, c'est plus ou moins disponible. Les poissons viennent tous de Chine. On dirait que c'est quelque chose d'étrange, manger du poisson. Alors que pourtant, ça nous apporte la meilleure source d'oméga 3 qu'on peut avoir.
Mais il y a des gens qui ne peuvent pas ou qui ne voudront jamais prendre de poisson, mais qui pourront effectivement, par contre, aller vers des bonnes huiles, même si c'est pas la même absorption que les aliments marins. Des bonnes huiles qu'on considère justement riches en oméga 3. Puis il y en a ici des très bonnes d'ailleurs. On a l'huile de canola et il ne faut pas penser que l'huile de canola qu'on achète pas cher, c'est de l'huile de canola par contre. On ne parle pas d'une huile qui a des nutriments ou je dirais des propriétés ou des valeurs nutritives quand elle est raffinée, comme toutes les huiles d'ailleurs. Alors, mais il y a de la bonne huile de canola pressée à froid que vous pouvez trouver. En 15 millilitres, vous avez un apport en oméga 3 par jour qui comble vos besoins. Et aussi, des fois, on se dit, ben ça coûte cher, ces affaires-là. Regarde, mon Dieu, 10 piastres la bouteille. Aussi, il y a de l'huile de cameline ici, qui est vraiment un ratio oméga 3, oméga 6 excellent. Coûte 25 $ le gros pot. On se dit, mon Dieu, c'est bien trop cher. Qu'est-ce que je vais faire? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous achetez 200 capsules d'oméga 3 en comprimé, en capsules, vous en avez pour 200 jours, vous le payez le 25 $. Alors que quand vous avez une bouteille comme ça, vous mettez 15 millilitres, vous avez pour 450 portions pour le même prix. Alors, c'est en plus une bonne source de vitamine E, c'est nutritif, ça va assaisonner vos aliments. Alors, on a des préjugés en se disant pourquoi payer si cher pour un aliment comme une huile, mettons. Ben, écoutez, dans le fond, nos oméga 3 en pilule, ils coûtent le même prix puis on les paye. Alors que c'est tellement mieux quand c'est dans les aliments, c'est tellement mieux absorbé et c'est tellement plus agréable aussi. Alors, pour les oméga 3, c'est sûr qu'on pourra en parler longuement juste de ça, mais ce qui est vraiment important de retenir, c'est que même si vous prenez des oméga 3, si vous ne réduisez pas vos oméga 6, ben, vous n'aurez pas fait grand-chose. On peut y aller des deux côtés. Hein, vraiment, on réduit nos oméga 6 en essayant de limiter des produits qui en contiennent probablement plus. C'est les produits du marché qui ont des huiles de soya. Beaucoup de produits sont des polyinsaturés, effectivement, qui ont une bonne valeur nutritive, sauf que quand on en prend trop, ben là, c'est là où le ratio se débalance. Alors, les pâtisseries, les choses commerciales, finalement, tout ce qui est transformé, quand vous voyez huile de soya, ben, vous avez une source d'oméga 6 substantielle. Même des produits enrichis en oméga 3, on peut dire, mettons, on voit ça sur des œufs, on voit ça sur plein de choses, peuvent se retrouver être très riches en oméga 6 aussi. Alors, quand vous regardez un produit, si vous voyez beaucoup d'oméga 3, et c'est même représenté comme une source d'oméga 3, regardez, est-ce qu'il y a le triple et le double d'oméga 6? Alors, c'est les ratios qui comptent, finalement. Mais c'est des choses qu'on oublie. Hein? On voit oméga 3, on achète et on paye plus cher un produit, les huiles en oméga 3, tout ça, juste parce qu'il y a des oméga 3 dedans, mais on n'est pas nécessairement en train d'améliorer notre ratio. Alors, une petite chose à réfléchir, justement. Et c'est pourquoi que quand on cuisine plus, on mange moins transformé, tout ça se fait naturellement. On enlève le surplus d'oméga 6 quand on commence à faire nos propres aliments. Puis, peut-être qu'on parle ici de biscuits transformés, mais vous allez probablement dire, ben, des biscuits, quand je me fais des biscuits à la maison, qu'est-ce que c'est la différence? Un biscuit, c'est un biscuit? Non. On choisit nos ingrédients, on choisit nos huiles, on choisit nos sucres, on choisit ce qu'il y a dedans. On l'harmonise à notre tolérance, finalement, hein, qui fait que ce biscuit-là qu'on fait pour nous, qui n'est pas transformé, est probablement moins calorique. Il est cuisiné à notre goût, on peut y ajouter plein de choses, on peut y ajouter de la poudre d'amande, on peut y ajouter des épices, on peut y ajouter plein de choses. Puis ça, on ne l'aurait pas dans le commerce. Alors, au fond, il faut reprendre les rênes de son alimentation. Il faut dire, est-ce que je vais laisser l'industrie définir ma santé, définir ce qui va dans mon assiette, et juste parce que c'est écrit sur une liste, là, ils m'ont dit à peu près ce qu'ils ont mis, ben, je vais dire, OK, ça c'est beau. Mais non, on n'a pas toute l'information. Une liste d'ingrédients, ça ne dit pas tout. C'est des processus de transformation. Il y a des choses qui ne sont pas sur les étiquettes aussi, il ne faut pas se le cacher, comme les produits en bas de 2 de volume, en bas de 2 du poids dans un aliment. On n'est pas obligé de déclarer. C'est considéré comme des traces. Alors, l'étiquetage est encore très flou. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans l'aliment, finalement, à 100 %. Il y a toujours un doute. Puis,
on ne veut pas tomber dans la paranoïa, on ne veut pas tomber dans l'exclusion totale de ces aliments-là, mais c'est certain que si on redonne, si on donne à l'industrie tout le contrôle et qu'on dépend beaucoup de ces entreprises-là, ben, c'est eux qui décident, c'est pas nous. Fait qu'en bout de ligne, je pense que c'est une stratégie globale, déjà très intéressante. Si on fait, au fond, rien du reste, mais juste ça, déjà, on va avoir à améliorer notre potentiel anti-inflammatoire, je dirais. Maintenant, on oublie les microbes, parce que avec tous ces processus-là, finalement, qu'on est arrivé à aseptiser un peu tous les aliments, on pasteurise le lait, on n'a plus de fromage au lait cru, on n'a plus grand-chose de fermenté dans notre alimentation, contrairement à nos amis de l'Ouest ou de l'Asie, et partout dans le monde d'ailleurs, il y a des aliments fermentés un peu partout. On dirait que nous, on délaisse beaucoup ces aliments-là. On peut boire aussi nos microbes. Hein. Il y a le kombucha, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce breuvage-là, mais c'est vraiment un breuvage jour après jour qui peut avoir, qui augmente la variété finalement de la flore intestinale. Puis, on peut varier, il y a de la choucroute, on peut fermenter nos légumes. Il y a plein d'aliments, finalement, qui sont naturellement des probiotiques. Puis, on dirait que ça ne fait pas partie de notre alimentation. Et tout cet intestin-là devient comme vierge, un peu laissé à lui-même comme seul comme ça. Ça veut dire qu'il n'est pas rempli, il n'y a pas de vie. Et les métabolismes et les choses qui doivent se faire ne se font pas. Alors, il n'y a rien de pire pour un intestin que de se retrouver un peu, finalement, tout seul pour laisser la place à des bactéries qui seraient moins bonnes. Alors, c'est vraiment important d'entretenir sa flore intestinale. C'est pour ça que l'inflammation est directement reliée à la santé intestinale, d'ailleurs. Une fois que tout ça s'est vidé, qu'il n'y a plus de microbes, qu'il n'y a pas de bons microbes, bien, l'intestin est comme est vulnérable. Et là, la perméabilité intestinale s'installe. Ça veut dire qu'il va pouvoir petit à petit avoir des petites choses qui se mettent à traverser. Puis, c'est un peu plus difficile à renverser rendu là. Il faut vraiment travailler fort. Et plus ça va, moins on tolère. Plus il y a de choses qui rentrent, c'est comme une passoire à un moment donné. Plus le corps réagit à des choses différentes et plus il va ajouter à sa panoplie d'aliments non tolérés. Les aliments fermentés aussi sont mieux tolérés. À l'origine, quand on fermente quelque chose, ça veut dire qu'il y a une certaine transformation qui a été faite. Donc, il y a des molécules qui ont été fractionnées par les bactéries ou par les levures, ou peu importe, par les micro-organismes. Alors, ces espèces de petites molécules-là deviennent plus faciles à assimiler pour nous. Alors, c'est pour ça que les aliments fermentés ont toujours été mangés, consommés depuis que l'homme est homme, en tout cas depuis très longtemps, et qu'ils font partie de la majorité des cultures. Ça se conserve mieux également, hein, c'est un processus de conservation en soi, de fermenter un aliment. Stratégie numéro 6. Un détail qu'on oublie. On va manger des microbes, mais si on ne les nourrit pas, ils ne resteront pas. Hein? On prend des probiotiques dans une bouteille, on se dit, ah, c'est correct, je suis correct, je vais rester là, cette affaire-là, mais je vais en prendre 2 semaines, après je vais arrêter. Et effectivement, c'est bien beau, mais il faut en prendre tout le temps. Puis, il faut surtout en prendre tout le temps si on n'est pas capable de trouver une nourriture pour pouvoir les garder à l'intérieur de nous, parce que s'ils n'ont pas de nourriture, ben, ils ne survivent pas. Autant nos bonnes bactéries endogènes que celles qu'on va consommer vont devoir finalement trouver une nourriture adéquate dans notre intestin, sinon elles ne vont pas être capables de faire leur travail. Donc, le microbiote, ça se nourrit de quoi? Ça se nourrit de certains glucides en particulier. OK? Puis, c'est surtout des glucides avec des fibres. En fait, c'est des choses comme ce qu'on n'aime pas beaucoup, puis que bien des gens qui font une inflammation disent « Moi, je ne tolère pas ça, les pois, les légumineuses, les choux. Les brocolis, hein, ouais, ça, je me tiens loin. Mais effectivement, si on regarde une légumineuse, moi je dis toujours dans le fond aux gens qui ne tolèrent pas, disent qu'ils ne tolèrent pas les légumineuses, bien si on regarde sur le paquet, là, hein, on a une demi-tasse donne 25 grammes de fibres. 25 grammes de fibres, c'est beaucoup, c'est l'apport d'une journée. Mais mettons que vous dites, je vais consommer la valeur d'une tranche de pain de blé entier en légumineuse. Combien j'en aurais? J'aurais à peine une cuillerée à table. À peine une cuillerée à table de pois, de légumineuse, de peu importe. C'est la légumineuse dure, là.
avant la cuisson. Ça grossit un peu. Ça veut dire que si vous prenez un quart de tasse de légumineuses préparées, c'est tout petit. Puis vous avez la même quantité que si vous preniez vos tranches de pain de blé entier le matin. Je suis certaine que vous tolérez ça. La majorité des gens tolèrent ça et peuvent augmenter à partir de cette dose-là, très graduellement. Juste doubler la quantité après avoir essayé ça pendant une semaine ou deux, progresser tranquillement, parce que au fond, on s'en sort pas. Si on n'est pas capable de nourrir ces bonnes bactéries-là, ben, si on leur donne pas les fibres, finalement, qui sont tous des choses qui contiennent finalement des fibres qui vont devoir être, qui vont devoir avoir une certaine acclimatation finalement. On n'arrive pas tolérant à ça d'un coup, on s'acclimate. Et tant qu'on arrête d'en manger, une semaine, 2 semaines, on se désacclimate. Il faut recommencer un peu finalement le processus. Alors, c'est ça finalement, ces aliments-là qui sont très nutritifs, nous donnent une nourriture pour les bactéries. Et si les bactéries n'ont pas ça, ben, elles doivent se tourner vers autre chose. Et cette autre chose-là, ben, c'est le mucus intestinal qui contient une certaine quantité de glucides qui devient finalement attaqué. Donc, cette barrière-là, qui est une espèce de gel qui nous protège dans notre intestin, ben, s'appauvrit. Et la perméabilité intestinale, ben, c'est sûr que c'est relié, ça peut venir de là. On est en train d'enlever la petite couche protectrice qui nous protège. C'est comme un petit peu le silicone qui rend ça hermétique. Alors, il ne faut vraiment pas laisser les bactéries s'affamer. Alors, petit à petit, refaire une tolérance, c'est vraiment un bon choix. Alors, si vous ne les tolérez pas, c'est parce que vous en avez besoin. Vous avez appauvri votre flore intestinale, la muqueuse est irritée. Rendu là, c'est sûr que ce n'est pas en phase de diverticulite ou en phase d'irritation, d'inflammation intestinale qu'on se réacclimate. Il y a des choses qu'on peut faire avant ça. On peut voir qu'est-ce qui a créé cette inflammation-là. On peut essayer de soulager. Mais éventuellement, il va falloir y penser. Il faut réintégrer pour pouvoir prévenir les prochaines douleurs, les prochaines crises au niveau de l'intestin et éventuellement sortir de ce cercle vicieux-là. Alors, une autre stratégie, en fait, qui est très agréable, hein, c'est ça, je vous parle depuis le début de l'alimentation anti-inflammatoire, puis on a l'impression que ça va être restrictif, ça va être drabe, ça va être plate, puis c'est hypotoxique, puis c'est, oh mon Dieu, c'est comme je vais être au régime toute ma vie. C'est pas ça. On est en train de dire qu'il y a plein de bonnes choses, finalement, qu'on peut ajouter, et on doit mettre de la saveur dans nos choses, surtout avec les épices, avec les fines herbes, avec les bonnes huiles, les aromates, tout ça, ça ajoute du goût. Et en même temps, ces propriétés-là, qu'on n'utilise pas beaucoup, puis qui sont dans l'industrie très, très peu utilisées, sous forme d'aliments frais comme ça, quand on utilise des bonnes épices, pas des épices nécessairement en sachet, mais moi j'ai un petit faible pour épices de cru, je suis abonnée là parce qu'ils ont tellement de bonnes propriétés. Et il faut les faire fraîches parce que c'est sûr qu'en poudre, déjà, ça a perdu un peu de sa valeur. Alors, les petits mortiers comme ça, là, vraiment, là, c'est magique parce qu'on peut prendre une petite quantité à la fois juste pour notre recette, puis varier toujours les saveurs et découvrir à chaque jour des choses différentes. Faire des pestos avec des herbes différentes, faire pousser nos herbes, tout ça, c'est énormément, je dirais, enivrant quand on commence à découvrir finalement, le goût de cuisiner avec ces choses-là. Alors, il faut en mettre, puis il ne faut pas avoir peur d'en mettre. C'est pas en mettant juste un petit peu, c'est en mettant quand même beaucoup. Alors, moi, j'ai un petit truc, puis je trouve que ça m'apaise le soir, des fois, comme ça, à l'été arrive, c'est agréable. Mon petit clamato, que dans le fond, je mets un petit peu d'huile de canola pressée à froid. Dedans, je mets ma pincée d'huile, d'épices, excusez-moi. Je varie, garam masala, curcuma, poivre, tout ça, ça fait que c'est bien absorbé. Avec l'huile qui était bien, le petit fond d'huile, la petite goutte d'huile fait une différence. Pour faire ressortir les propriétés, finalement, je brasse ça dans mon clamato et c'est un délice. Et ça, c'est quelque chose qu'on prend tous les jours et qui fait qu'on a une dose au moins d'épices, comme ça, d'un coup. Puis, c'est simple. Alors, on peut faire ça dans le café aussi, hein? On peut mettre des épices dans le café, du café avec du gingembre, du café avec
de la cannelle, la muscade, c'est très bon aussi dans le café. Fait que ça peut être différents trucs finalement que vous pouvez, qu'on peut intégrer quotidiennement, qui font une différence. On peut cuisiner avec des pestos à chaque jour. On peut aller vers les aliments asiatiques, les recettes asiatiques. On va en trouver finalement beaucoup d'usages quand on se tourne vers d'autres cultures. Maintenant, on va tomber dans le vif du sujet. Peut-être que vous avez des questions là, sur cet aspect-là aussi. Je vais répondre aux questions à la fin. Variez vos grains. Hein? On varie nos grains. C'est ce que la variété, c'est important. Hein? Le Guide alimentaire canadien dit varié, équilibré. C'est quoi la variété finalement? Bien, la variété, c'est pas manger un pain 15 heures le midi, manger des toasts le matin, puis manger des céréales, des céréales de blé entier comme collation. C'est pas ça. Là. On parle pas différents formats de produits à base de blé. On parle d'aller essayer d'autres grains. Donc, il y a le quinoa, il y a le sarrasin, il y a plein d'autres céréales finalement qu'on peut aller chercher qui offrent des nutriments, mais aussi qui fait qu'on ne sera pas toujours avec la même céréale de blé. Et la céréale de blé, il y en a plein qui la tolèrent, mais si on peut dire, le gluten comme tel est probablement la protéine avec un poids moléculaire le plus élevé parmi les céréales, qui fait que, oui, il en reste des petits bouts qui ne sont pas bien fractionnés dans notre intestin, qu'on soit tolérant ou pas, c'est sûr que ce n'est pas digéré complètement. Puis il y en a pour qui, ben, ça crée une cascade inflammatoire. Il y en a pour d'autres, non. Alors, êtes-vous de ceux-là? Êtes-vous pas de ceux-là? On ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas essayé, parce que l'inflammation, c'est des symptômes diffus, hein, très, très systémiques. Ça commence par quelque chose, ça décompense en d'autres choses. Avec les années, ça devient impossible à comprendre ou à faire des liens entre ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas, puis qu'est-ce qui arrive avec les symptômes. Il n'y a rien là-dedans qui est immédiat, action-réaction. J'ai mangé du pain, je vais être malade dans 2 heures. Ce n'est pas simple comme ça. Là. Alors, pour acquérir un bien-être, finalement, à la longue, si on veut, je dirais, espérer s'en sortir, puis qu'on a quelque chose qu'on ne tolère pas, il faut attendre de voir un peu les effets si on se lance vers une stratégie, finalement, pour distinguer, ou en tout cas dépister s'il y a une intolérance ou pas. Ça peut prendre quelques semaines. En fait, c'est parce que les cellules épithéliales qui sont dans notre intestin, tout le tube digestif, c'est des cellules épithéliales qu'on part de l'œsophage jusqu'en bas. Ça prend 2 semaines avant de se renouveler. Alors, c'est certain qu'en bas de 2 semaines, si vous avez changé votre alimentation, vous avez dit, j'ai fait un test, là, puis ça ne change rien. Si vous avez essayé 2 jours, 3 jours, ben, c'est sûr que ça ne peut pas marcher parce que vous avez encore les mêmes cellules affectées qui sont là. Ils n'ont pas eu le temps de se renouveler. Il faut attendre d'avoir des nouvelles cellules pour voir qu'est-ce que ça donne avec un test de diète, mettons, hypoallergène, pour voir qu'est-ce que c'est que ça va donner après ces 2 semaines. Alors, voilà, donc, moins dépendre de toujours le même produit céréalier, ça peut déjà faire une différence pour l'inflammation. Donc, ça m'amène à dire, ben, c'est une stratégie en soi de respecter sa tolérance. Si un aliment n'est pas toléré, ça va être le déclencheur d'une cascade inflammatoire. Toutes les cytokines se produisent là. Le berceau de l'immunité, il est dans notre ventre. Hein? Alors, c'est certain que c'est la barrière entre l'extérieur et l'intérieur. Ça veut dire que si quelque chose qui ne passe pas, là, l'alerte va être sonnée, puis là, tout le corps va se mettre à se dire, ben, je vais me préparer là, parce qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Même si ça ne se rend pas comme tel, on ne parle pas que la protéine de gluten ou de lait ou de soya s'en va dans notre sang, se promener là-bas, là, mais le message, lui, voyage. Alors, ce message-là, qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien passé au niveau de l'intestin, il est là pour que l'organisme, il se dise, si jamais il y a quelque chose de grave, là, je suis mieux d'être prête. Fait que là, il se prépare partout dans les petites régions de son corps. Ces autres cellules sont interpellées pour que si jamais il y a quelque chose de gros qui arrive, il va être prêt. Alors, ça part du ventre, mais ça s'en va après partout, selon nos prédispositions. Hein, avec la spondylarthropathie, il y a des choses assez variées. Il y en a qui ont des problèmes aux yeux, il y en a qui ont des problèmes il y en a qui ont des problèmes de peau, il y en a qui ont des problèmes digestifs et ça va vraiment là. Mais il y en a que ça va
au niveau des douleurs articulaires, au niveau des effets systémiques, au niveau respiratoire, il y en a finalement plusieurs symptômes très diffus. C'est difficile à mettre le doigt dessus finalement pour faire un lien avec un aliment quelconque. Donc, la démarche doit être globale pour faire quelque chose de vraiment étape par étape et voir, bon, c'est où que ça bug? Moi, ma personne à moi. Pas l'autre à côté, là. Moi, c'est quoi? Chaque individu est différent. On peut pas venir... je pense que c'est pas nécessaire et c'est pas efficace non plus de faire suivre à tout le monde une diète qui restreint tout, parce que ça peut effectivement pas être approprié pour certaines personnes, ça va pas durer. Il faut trouver la diète, l'alimentation qui nous convient à nous, faire des essais, écouter son corps. C'est vraiment, vraiment une question d'intuition et de s'écouter, de s'observer. Mais il faut quand même, à la base, trouver la façon de distinguer. Je suis en train d'en prendre là, de cet allergène-là ou pas. Donc, il faut un minimum de connaissances où il faut vraiment être bien guidé pour le faire. Puis on ne sait pas, tant qu'on ne l'a pas essayé, qu'est-ce que ça va donner. Parce que notre corps est habitué à ces choses-là. Puis si jamais on fait partie de cette petite proportion-là de personnes qui ne tolèrent pas, on parle d'un 10% dans le cas du gluten, un autre 10% dans le cas du lait, ben on pense que notre corps, on pense qu'on est correct, là. Nous, on ne le voit pas, on est habitué à ça. Notre corps, il s'est adapté. Et une fois qu'on a fait déjà tous les tests, qu'on sait qu'on n'est pas cœliaque, qu'on a passé tous les tests, puis qu'on se rend compte que finalement, on ne trouve rien au niveau des examens, ben, on n'a pas d'autre choix que de se tourner vers des essais, le test de la vie, puis peut-être qu'on va en avoir finalement des révélations. Alors, si jamais ça vous tente, je commence ce programme-là. Et en même temps, si vous n'êtes pas certain que ça c'est pour vous, ben, vous pouvez m'écrire, parce que c'est important de savoir si vraiment c'est quelque chose qui peut vous convenir. Dernier conseil, alors, profitez de la vie, hein? Parce que si on ne profite pas de la vie, là, hein, il n'y a pas grand-chose qui dure. Alors, je pense que c'est important de ne pas oublier ça dans la balance, de vous trouver des choses qui fait que vous allez vous mobiliser, vous allez lancer dans la découverte et vous allez reprendre le moral.